C'est curieux, je ne connais pas une seule personne qui soit allée en Antarctique une fois qui n'ait pas eu envie d'y retourner. Et c'est vrai que bon, je suis le témoin vivant de ça, puisque c'est le 6e voyage que je fais là-bas, sur cette partie-là. Et je ne sais pas si mon compte est exact, mais moi j'ai passé plus de 3 ans et demi sous ces latitudes-là. Donc c'est vraiment, effectivement, un lieu qui, moi, me séduit beaucoup, quoi. Mais justement, reprendre l'empereur tout seul, sans sa marche, pourquoi justement vous n'aviez pas assez dit sur le premier? En fait, ça faisait longtemps que ça me travaillait, en fait, puisque moi j'avais été très frustré. Vous savez, en 2003, quand on est parti sur la marche de l'empereur, on est parti vite, avec des moyens très frustres. On avait une caméra Super 16, on n'a pas du tout travaillé la dimension sous-marine, c'est-à-dire grosso modo la moitié de la vie de cette espèce, quoi. Et ça, c'était une première chose. Et ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête de me dire, mais voilà, 12 ans plus tard, 5 films plus tard, qu'est-ce que je saurais faire de cette matière-là, quoi? Comment je serais capable de réagir? J'espère que je serai plus fin, j'espère que je serai plus proche encore de cette bestiole. Et donc ça, c'était un peu les attendus. Et il y avait surtout ce que j'avais appris, comme je vous le disais, qui disait, mais je crois que l'empereur est peut-être le seul animal sur lequel on peut travailler une histoire de destin, de destinée. Parce qu'on peut le travailler comme un acteur, dans une... Voilà, à des limites près, mais on peut faire des chants contre chants, des chants contre chants, des par-dessus l'épaule. Voilà, toute la grammaire du cinéma, quoi. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que je voulais retravailler cette histoire. Il y a une part de mystère justement dans ce parcours justement des empereurs. Est-ce que c'est réel ou est-ce que vous ne l'avez pas raconté pour le film? Est-ce que vous laissez une part d'imaginaire ou est-ce que ce que l'on sait, vous ne voulez pas aller plus loin? Non, non, elle est réelle. C'est une expédition qui a été menée conjointement. Donc je vous renvoie à la soirée qu'on a fait sur Arte il y a 10 jours maintenant, à l'exposition au musée des Confluences à Lyon. C'était vraiment une expédition conjointe avec de la science, des artistes et des cinéastes. Non, cette part de mystère, elle est réelle. Comment font-ils pour avoir la notion du temps? Ils sont à l'heure, ils sont capables de se retrouver, donc ils ont la notion du temps. On n'en sait rien. Qu'est-ce qui dit à un poussin d'empereur, il faut partir? Et qu'est-ce qui lui dit, il faut partir dans cette direction? Personne n'en sait rien. Au moment de sauter dans l'eau, le poussin d'empereur, il n'a jamais vu quiconque nager. Il n'a jamais vu ses proies, il ne sait pas où il va aller, etc. Et quand vous commencez à tirer ce fil-là, ça devient juste vertigineux. Parce que cette espèce, manifestement, joue une partition parfaite, puisqu'elle est capable de rester vivante là où personne d'autre ne vit. Donc il y a une espèce d'art comme ça qui est prodigieux. En revanche, les tenants et les aboutissants, vous les percevez pas. Et la chose encore la plus troublante, c'est que derrière ça, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a de transmission. Les choses se font comme si elles étaient purement intuitives. Alors peut-être qu'elles nous échappent, peut-être qu'on a le regard pas assez aiguisé pour aller le chercher, mais le fait est que c'est comme si ça prenait tout seul. Et le moment pour moi paroxysmique, c'est ce moment où les petits se jettent dans l'eau, et au moment où ils touchent l'eau, c'est comme s'ils se métamorphosaient. J'utilise dans le film la métaphore du papillon, mais c'est exactement ça, ils n'ont jamais nagé. Et croyez-moi que pourtant ils ont peur, ça dure 3 jours, entre le moment où ils arrivent et le moment où ils se jettent dans l'eau, on sent que c'est pas un grand élan collectif, quoi. Et pourtant ça marche. Et peut-être pour finir sur ce point-là, les empereurs disparaissent pendant 5 ans. Entre le moment où ils se jettent à l'eau et ils reviennent. Donc on a mis des balises. Le problème, c'est que les balises, elles émettent 2 mois et après c'est fini. Que nous disent ces bribes de connaissances qu'on est en train d'acquérir? Ils partent plein nord, comme s'ils avaient une boussole dans la tête, mais avec une précision qui est absolument phénoménale. Ils font 200 à 300 km, ils sortent de la glace, et après on ne sait pas ce qu'ils deviennent. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'ils reviennent 5 ans plus tard. Qui bloque la digestion, qui leur permet de... Non seulement qui bloque la digestion, mais qui maintient la nourriture dans un état de fraîcheur absolue. Et ça, c'est troublant aussi, c'est-à-dire qu'on ne comprenait pas bien comment ils allaient faire, puisque la mer, pendant l'hiver, cette fameuse relève qu'on voit dans le film, elle va faire 100, 150 km, elle va marcher plus d'une semaine, certaines fois 10 jours, pour rejoindre son petit,
Et en dépit de ça, elle ne va pas consommer la nourriture qu'elle a dans son estomac, et elle va être capable de lui restituer totalement fraîche. Et les biologistes qui ont travaillé là-dessus se sont aperçus qu'effectivement, il y avait une molécule, une protéine, qui était responsable de ça. Qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que le plumage du manchot empereur pouvait marcher comme une pompe à chaleur. Ça, c'est un des trucs qui me magnétise le plus. Il peut faire moins 40 dehors. Les empereurs vont être capables de faire baisser la température de leur plumage à moins 42 pour capter le gradient. Les plus 2 degrés, il va être encore capable de récupérer de la chaleur. Et je pourrais vous égrener des choses comme ça. Et plus on en sait sur cet animal, plus il est phénoménal. Et je crois que c'est vraiment une des choses qui m'a le plus marqué sur cette expédition. C'est-à-dire, c'est vrai que je m'étais rendu beaucoup disponible. C'est vrai que je dirais que l'histoire naturelle de l'empereur, c'était fait. Ça avait été fait dans un film. J'avais ça dans un coin de ma tête. J'avais pas à y revenir. Et du coup, j'ai l'impression que ça m'a donné énormément de disponibilité pour tout ce qu'on ne savait pas. Et peut-être plus de disponibilité encore pour me rendre compte que moi, en tant qu'être humain, ou a fortiori mes camarades plongeurs, qui en dépit du fait qu'ils avaient 90 kilos sur le dos, qu'ils avaient un scaphandre extraordinairement complexe, qu'il leur fallait 7 heures pour se préparer, et qui descendaient que quelques minutes à 70 mètres sous la surface, ces types-là, en dépit du fait que c'est des super-hommes, ils étaient rien par rapport à l'empereur, qui descend à 600 mètres sous la surface en 20 minutes, et qui va être capable derrière de se taper 150 km à la marche, dans la nuit complète et en plein blizzard. Et donc, c'est vrai que moi, il y a une espèce de choc comme ça entre l'image du pingouin, qui est cette espèce de truc maladroit, un peu rigolo, dont on a plaisir à se moquer, et nous, ce sentiment de respect, de prodige qu'on a quand on est à côté de cette espèce. On n'a fait qu'un petit bout de chemin par rapport à l'empereur. Je vais vous donner juste un autre exemple par rapport aux capacités incroyables de cette bestiole. Il va aller chasser à 600 mètres. C'est-à-dire, ça veut dire dans une obscurité complète, sous des pressions absolument abominables. En quelques minutes, il va remonter à la surface, il va jaillir hors de l'eau, il va arriver dans un environnement qui est tellement lumineux que nous, êtres humains, on ne tient pas debout sans les lunettes degré 4. Et il y a plein de situations comme ça où en fait, il démontre qu'il a une latitude d'évolution dans des écosystèmes aussi différents et aussi hostiles qui nous laissent tout simplement loin derrière, quoi. Est-ce que justement ils sont menacés ou... Oui, très clairement. Oui. Très clairement, ils sont menacés comme beaucoup d'espèces sur la planète aujourd'hui, parce que on a longtemps cru ou espéré que l'Antarctique serait moins touché par les bouleversements climatiques que l'Arctique. Il s'avère que c'est faux. Depuis 3 ou 4 ans, les scientifiques nous alertent là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a énormément de fonte d'eau douce qui arrive du continent antarctique et qui du coup va créer des banquises beaucoup plus étendues que les banquises d'eau salée, tout simplement parce que l'eau douce gèle à 0, comme vous le savez, et l'eau salée gèle à moins 1,8. Et de manière complètement, comment dirais-je, inintuitive, inattendue, on va avoir, en dépit du fait de ce réchauffement global, des banquises beaucoup plus larges qui vont pénaliser l'empereur puisqu'elles vont l'éloigner encore davantage de son poussin en l'obligeant de faire des kilomètres en plus pour aller pêcher. Et ce qui fait que cette année, comme les 2 années qui ont précédé notre mission, nous on a eu énormément de chance, dans le sens où on avait une colonie qui était bien portante, on avait des poussins qui étaient en forme, qui étaient bien nourris. Ça fait 3 générations, à l'exception de celle de l'année dernière, où il n'y a quasiment aucun poussin qui part à l'eau. Donc c'est un phénomène qui va très très vite au fond. Donc c'est pas l'homme qui menace, c'est la nature elle-même, mais conduite par l'homme. C'est le bouleversement qui est induit directement par l'activité humaine, quoi. Donc je serais tenté de dire que même là-bas, on est en train d'impacter très clairement le fonctionnement et la survie d'espèces qui sont extraordinairement spécialisées. Pour arriver, le manchot empereur est directement lié au cycle de la banquise. C'est comme l'ours blanc dans une autre mesure, très clairement dans une autre mesure. Et si vous modifiez un rien de ce bel ordonnancement, et bien effectivement tout commence à aller mal, quoi. Et chez les manchots Adélie, c'est encore pire. Leurs petits cousins, sur les 5 dernières années, il y a 3 années où il y a 0 poussin qui partent. 0 poussin sur 30 000 couples, sur 30 000 poussins. Oui, parce que 95% c'est énorme. Ah oui, c'est énorme, je le confirme. Justement, c'est aussi ça qui fait que vous avez envie aussi de les filmer, c'est que on risque de perdre tout cet équilibre naturel.
Ben oui, c'est un rôle un peu particulier quand même, mais c'est vrai que moi je vous renvoie au film que j'avais fait l'année dernière qui s'appelait La glace et le ciel, qui était le portrait de ce glaciologue qui nous alertait justement sur ces questions-là. Là, c'est vrai que je fais avec ce film le pari que les enfants vont s'emparer de ça, vont s'attacher à cet animal, vont prendre la mesure à la fois de la préciosité et de la fragilité de cet animal. Moi, je ne peux pas décemment, en tant qu'être humain, laisser un monde sans empereur à mes descendants. C'est pas possible. Enfin, je ne peux pas faire ça. Pour la musique et pour la voix off, comment vous vous êtes orienté sur le résultat? Pour la musique, c'est la deuxième collaboration que j'ai avec Cyril Aufort, qui avait travaillé avec moi sur La glace et le ciel. Voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup. On avait travaillé aussi sur un court-métrage pour la fondation Gates, qui s'appelait The Race for Life. Voilà, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, avec qui est capable de mettre de la musique sur les mots qui décrivent mes émotions, et ça c'est pas rien. Sur la voix c'était un peu particulier, puisque Lambert rentrait d'Antarctique quand on s'est rencontrés, donc il avait vécu quelque chose de très fort lors du tournage de l'Odyssée. Ouais. Je me souviens toujours de Jérôme Salle qui m'envoie un petit email avec une photo en disant tiens, il y a tes potes qui sont invités sur mon tournage, quoi. Et effectivement, cette fameuse scène où Pierre Ninet est avec un manchot empereur, et donc comme je vous le disais tout à l'heure, Lambert a été complètement gagné par la passion de l'Antarctique, donc c'est vrai que c'était troublant de penser qu'on non seulement il faisait une voix off, mais aussi il partageait l'émotion qu'il avait lui-même ressentie, quoi. Et je crois que ça a été aussi pour beaucoup dans son engagement pour le film, quoi. Il y a une envie de retourner encore? Cette envie, elle est intarissable, mais c'est, à la limite, elle est plus liée à la notion de cinéma, c'est-à-dire que il faut que vous compreniez que en 1991, je suis arrivé là-bas, j'avais 24 ans. J'ai passé 14 mois là-bas. J'ai fait 6 missions, plus tout ce que j'ai fait autour de l'Antarctique. J'ai des amis qui sont morts là-bas. J'ai vécu des moments extraordinaires là-bas. C'est-à-dire que je ne vais pas quelque part vers quelque chose qui est exotique. Je vais dans l'endroit où j'ai mes plus beaux souvenirs, qui est un des endroits que je connais le mieux au monde. Donc, je suis plus simplement dans un rapport, est-ce que je vais sur un plateau de tournage ou pas. En ça, c'est différent. C'est pour ça que je vous dis que je repars demain matin, quoi. Avec un sujet en tête, non? Non, pas systématiquement. Oui, non, mais vous aimez ça, oui. C'est pour vous, quoi. Mais en même temps, si vous avez un sujet, vous le traiterez. Je ne crois pas que j'ai envie de refilmer. Enfin, vous savez, un film, c'est toujours une aventure compliquée, fatigante, etc. Puis c'est vrai que le monde est vaste, c'est vrai que j'ai envie de raconter plein de choses, c'est vrai que j'ai plein de projets, donc toujours éviter de se focaliser sur quelque chose. Mais